Vendre un fonds de commerce en France, ça va bien au-delà de la simple signature d'un contrat. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles essentielles, celles qui s'appliquent surtout après que l'accord a été signé. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Il ne s'agit pas d'une simple transaction. C'est un processus qui est en fait très encadré par la loi, avec des devoirs et des protections bien spécifiques pour chacune des parties. Bon, la définition du Code civil a l'air toute simple, n'est-ce pas? Livrer une chose et l'autre la paye. Sauf que pour un fonds de commerce, cette chose, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple objet. C'est exactement ce qu'on va voir. On va explorer ensemble ces obligations et ces droits qui sont absolument cruciaux et qui encadrent cette opération majeure, que ce soit du point de vue du vendeur ou de celui de l'acheteur. Allez, on commence par se mettre dans la peau du vendeur. La loi lui impose une liste de tâches assez précise qui tourne autour de deux grands principes fondamentaux. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans la loi, le vendeur doit délivrer et garantir. Ça a l'air simple dit comme ça, mais derrière ces deux petits mots se cache toute une série d'exigences juridiques bien réelles. Délivrer, le fonds, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire tout transférer. Le matériel, les marchandises bien sûr, mais aussi le nom, l'enseigne. Et surtout l'élément qui fait le cœur du business, la clientèle. On ne peut pas par exemple vendre sa boulangerie et garder pour soi la recette secrète du pain qui attire tout le quartier. Ça n'aurait aucun sens. L'essence même du commerce doit être transmise. Et puis, il y a la garantie. En fait, le vendeur fait une double promesse. La première, c'est que l'acheteur sera tranquille. Personne ne viendra revendiquer la propriété. Ça inclut même une interdiction pour le vendeur de remonter le même commerce juste à côté. Et la deuxième promesse, c'est que le fonds fonctionne comme attendu, qu'il n'y a pas de défaut caché qui pourrait tout gâcher. Ah, voilà la question piège. C'est une erreur très courante de penser que l'acheteur reprend absolument tout. En réalité, la loi est très claire et dresse une sorte de mur entre le fonds de commerce lui-même et tout l'historique de son ancien propriétaire. Et voilà ce qui est vraiment crucial à comprendre. L'acheteur acquiert un outil de travail, le fonds de commerce, mais il n'hérite pas du passé financier du vendeur. Les dettes, le passif, tout ça, ça reste le problème du vendeur. Ok, on a vu tout ce que le vendeur doit faire. Maintenant, changeons de point de vue. Avec toutes ces contraintes, comment la loi s'assure-t-elle que le vendeur, lui, va bien toucher son argent? Il dispose de deux armes juridiques très puissantes. La première, le privilège du vendeur, c'est une sorte de super garantie sur le fonds qui le protège même si le fonds est revendu par la suite. La seconde, l'action résolutoire, est encore plus radicale. Si l'acheteur ne paie pas, le vendeur peut tout simplement demander l'annulation de la vente. Et c'est là qu'arrive une information qui est souvent un véritable choc pour les vendeurs. Ce n'est pas parce que c'est signé que le chèque arrive le lendemain. En moyenne, 165 jours. Oui, plus de 5 mois. C'est le temps pendant lequel le prix de vente est bloqué. Pourquoi si longtemps? C'est le temps nécessaire pour toutes les publications légales, pour les dernières déclarations fiscales du vendeur, et surtout pour laisser un délai à l'administration fiscale pour vérifier que tout est en ordre et réclamer son dû si besoin. Allez, passons maintenant de l'autre côté de la barrière, du côté de l'acheteur. Pour lui, les obligations sont un peu plus simples, mais elles sont tout aussi importantes. Bon, son devoir numéro 1, évidemment, c'est de payer le prix. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement de payer, c'est comment et quand il paye. Et le processus est compliqué par des acteurs qu'on ne voit pas forcément au premier abord. On se souvient, on a dit que les dettes ne sont pas transférées à l'acheteur. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que les créanciers du vendeur, eux, disparaissent. Au contraire, ils ont des droits qui vont directement impacter la transaction. La loi leur donne une norme très efficace, le droit d'opposition. C'est un peu comme s'il levait un grand panneau « Stop » en disant « Attention, ne payez pas le vendeur tout de suite, il nous doit de l'argent ». Et cette opposition a pour effet de geler complètement le prix de vente. Et attention, il y a un calendrier très strict à respecter. À partir de la publication de la vente, les créanciers ont seulement 10 jours pour se manifester. Passé ce délai, s'il y a eu des oppositions, le prix est bloqué. L'acheteur a alors l'interdiction formelle de verser l'argent au vendeur. C'est la règle d'or absolue pour l'acheteur. Et ce n'est pas une image. S'il ignore une opposition et paie quand même le vendeur, la loi considère qu'il n'est pas libéré de sa dette envers le créancier. Et ce dernier peut l'obliger à payer une deuxième fois. Bon, on a vu beaucoup de choses, des règles, des délais. Si on devait synthétiser tout ça en quelques règles d'or, quelques conseils pratiques pour le vendeur et l'acheteur, quels seraient-ils? C'est assez simple finalement. Pour le vendeur, il faut absolument inscrire ses garanties pour se protéger et surtout anticiper ce fameux délai de paiement de 5 mois dans sa trésorerie. Pour l'acheteur, la prudence est de mise. Bien vérifier ce qui est inclus dans la vente et, par-dessus tout, ne jamais payer le vendeur en direct. Il faut passer par un professionnel, un notaire ou un avocat qui jouera le rôle de séquestre. Alors, simple transaction ou marathon juridique? Je pense que la réponse est claire maintenant. C'est un processus bien plus complexe qu'il n'y paraît, avec ses propres règles, ses délais incompressibles et ses protections pour tout le monde. Une opération qui demande une planification minutieuse et bien souvent l'accompagnement d'experts.